Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube Medinfo. Comme je vous y promets dans les vidéos précédentes de vous présenter d'autres cours concernant l'urologie, aujourd'hui j'ai choisi pour vous un cours très important et c'est une maladie très fréquente chez l'homme, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate de son abréviation l'HBP, hypertrophie bénigne de la prostate. Et pour vous faciliter mieux comprendre la leçon, je vais vous présenter mon plan de cours. Comme ça, vous allez me suivre bien et vous allez tout saisir. Premièrement, on va commencer par la définition de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et on devrait faire un petit rappel anatomique de la structure de la prostate, comme ça, pour mieux comprendre la définition. Deuxièmement, la clinique. C'est ce qu'on va trouver au cours de l'examen clinique des signes fonctionnels, que ce soit les signes fonctionnels irritatifs et les signes fonctionnels obstructifs. Vous allez voir c'est quoi ça. Deuxièmement, le toucher rectal. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va trouver au cours de toucher rectal? C'est un examen très important au cours de cette pathologie. Il va nous donner des renseignements sur la malignité et la bénignité de la prostate. Troisièmement, paraclinique, c'est-à-dire quels sont les examens complémentaires qu'on devrait faire pour faire un diagnostic de l'adénome ou bien l'hypertrophie de la prostate. Quatrièmement, les complications, que ce soit les complications aiguës, les complications chroniques. Et à la fin, on va finir par le traitement et expliquer les deux axes thérapeutiques, médical et chirurgical. La prostate est définie par l'hyperplasie des glandes de la prostate périérétrale ou bien au niveau de la zone de transition. Donc il faut savoir que la prostate ou bien l'adénome de la prostate ne se développe pas à n'importe quelle région au niveau de la glande, mais particulièrement au niveau de cette zone appelée la zone de la transition, là où il y a la pénétration et le cheminement de l'urètre. Donc, quand il y a un obstacle, comme j'ai déjà dit, la prostate va s'hypertrophier ici, donc va engendrer des phénomènes de compression, mais on va les décortiquer et les classifier en deux choses importantes. Premièrement, phénomène statique, et deuxièmement, dynamique. Pourquoi j'ai dit ça? Compression statique par le fait de l'augmentation de la taille, donc va compresser l'urètre et l'impossibilité de faire sortir les urines, ça c'est clair. Mais deuxièmement, phénomène dynamique, j'ai confondu entre les deux. Statique, comme j'ai déjà dit, compression par l'augmentation de la taille, c'est assez simple et ne demande pas trop d'explications. Mais les phénomènes dynamiques, on va dire quand il y a l'hypertrophie, il faut savoir que la structure de la prostate constitue essentiellement d'une musculature. Et donc la contraction de cette musculature va engendrer encore une compression et une augmentation de la pression. Donc augmentation de la pression aussi, on va expliquer ça aussi comme un troisième facteur qui fait comprimer l'urètre. Donc la compression, la levée de la pression, l'augmentation de la pression ici, qui est par rapport élevé au niveau de la vessie, comme une loi physique simple. Donc les urines, même quand il y a une contraction de la vessie, ils peuvent pas sortir et cheminer dans l'urètre et faire sortir... voilà. Donc, le patient, il doit faire une contraction abdominale suffisante pour faire sortir donc un effort, et le patient au cours de l'interrogatoire va vous dire ça,
Et c'est ce qu'on appelle la désurie. C'est-à-dire l'augmentation. Parce que quand il y a, par exemple, l'obstacle ne va pas ériner dans 2 secondes ou 10 secondes ou 20 secondes, va prendre jusqu'à 2-3 minutes. Et je voulais parler aussi sur une notion importante, c'est la zone périphérique, là où se développe souvent le cancer de la prostate. Et il faut savoir aussi que 2 tiers se développent au niveau de la zone périphérique et 1 tiers, on va dire, au niveau de la zone de transition. Donc, une chose importante, il faut savoir que l'adénome de la prostate et le cancer de la prostate sont 2 entités différentes. Cela veut dire que l'adénome ne va jamais développer un cancer de la prostate. Mais par contre, on peut les trouver les 2 chez un même patient. Ça veut dire qu'il développe un cancer, en même temps un adénome, mais le mécanisme physiopathologique ne sont pas les mêmes. Voilà, on va passer maintenant à la clinique. Et à ce qu'on appelle les signes fonctionnels urinaires obstructifs, signes fonctionnels urinaires obstructifs, ça ce qu'on trouve au cours de la miction essentiellement. La dysurie, il faut savoir une notion que dys, toujours en médecine, dys ça veut dire difficulté. Donc, c'est quoi la dysurie? C'est la difficulté d'évacuation du contenu vésical dans un délai normal. Parce que, comme j'ai déjà dit, la miction normale dure à peu près 20 à 30 secondes. Mais le patient va vous dire que je prends même 2-3 minutes pour évacuer ma vessie. Donc la dysurie. Et deuxièmement, la miction par regorgement. Ça, essentiellement, les signes fonctionnels urinaires obstructifs. Il y a aussi ce qu'on appelle les signes fonctionnels urinaires irritatifs. Ça, quand il y a ou bien la phase de remplissage. Essentiellement, on va citer la pollakiurie, qui est diurne nocturne, c'est-à-dire au cours de la nuit et pendant la journée. Il y a les brûlures mictionnelles. J'ai confondu. Les signes fonctionnels urinaires irritatifs, c'est ce qu'on trouve au cours de la phase mictionnelle. Par contre, les signes fonctionnels obstructifs, c'est au cours de phase de remplissage. Et voilà. Donc, les brilles mictionnelles, comme j'ai déjà dit, au cours de la miction, et l'impériosité, ou bien l'urgenterie, c'est le besoin impérieux d'uriner. On va passer au toucher rectal. Le toucher rectal, c'est un examen important et fondamental pour diagnostiquer l'adénome de la prostate. Et conseillé de faire le toucher rectal après l'évacuation complète de la vessie. Comme ça, va vous faciliter de manipuler et toucher la glande. Premièrement, on va dire la prostate à la structure prostate lisse. Lisse. Indolore. Pas de l'air, ça veut dire augmenter de volume, l'effacement des sillons médians, parce que la prostate est séparée en 2 par le sillon médian. Quand il y a une hypertrophie,
et à l'effacement du sillon médian. Et à la fin, ferme, régulière et pas de nodule suspect. Voilà, c'est très important de comprendre toutes ces notions. Maintenant, on va parler sur les examens complémentaires qu'on devrait faire. Premièrement, le SUBU, l'étude cytobactériologique des urines. Donc, premièrement, il faut éliminer l'infection à l'origine des signes fonctionnels urinaires. Bien entendu, les signes que j'ai déjà cités ne sont pas pathognomoniques à l'adénome de la prostate. Donc, il faut faire une étude cytobactériologique des urines. Comme ça, on va éliminer une infection urinaire. Et on va être sûr que c'est l'adénome qui a provoqué la symptomatologie. Deuxièmement, c'est la PSA, appelée encore l'antigène spécifique de la prostate, sécrété par toutes les cellules prostatiques. Et ce n'est pas un marqueur tumoral, ne pas confondre ça. Ne pas confondre ça avec d'autres tumeurs c'est-à-dire comme l'ovaire ou bien le sein, là où il y a les marqueurs tumoraux. Mais dans ce cas, il y a l'antigène spécifique de la prostate qu'on trouve dans l'adénome de la prostate, dans le cancer et dans les inflammations prostatites. Il faut savoir que la cellule prostatique sécrète une quantité constante de cette enzyme. Une quantité va sortir avec le sperme et une quantité va être libre de la circulation sanguine. Quand il y a un adénome de la prostate, augmentation du nombre de cellules, donc le PSA il est augmenté. Mais il faut savoir, et retenez bien, si un taux de PSA est élevé de 4 nanogrammes par millilitre, hop, l'alerte. Ça peut être un cancer parce que ce taux est élevé, il représente souvent une malignité. Voilà. Deuxième examen complémentaire qu'on devrait faire, c'est la créatinine. Troisième examen, c'est la créatinine. Pourquoi on fait la créatinine? Tout simplement, pour évaluer ou bien dépistage d'une insuffisance rénale chronique obstructive. Quatrièmement, la débimétrie. C'est quoi la débimétrie? C'est l'étude cinétique de la miction. On va concentrer beaucoup plus sur le début maximal et le temps mictionnel. Ça qui va nous donner chez le sujet normal un aspect courbe en cloche, comme ça, avec un début supérieur à 15 ml par seconde. Par contre, en cas de pathologie, on va trouver une courbe, ce qu'on appelle courbe pathognomonique aplatie, comme ça, avec un débit maximal qui est inférieur à 15 mm par seconde, et le temps qui est prolongé, temps mictionnel, on va dire prolongé par rapport à l'état normal. Et à la fin, on va terminer notre examen paraclinique par l'échographie réno-visico-prostatique. On va faire l'abréviation parce que c'est vraiment long d'écrire ça. Échographie réno-visico-prostatique. Donc on va faire une échographie au niveau du rein et après on va descendre vers la vessie et on va terminer notre examen au niveau de la prostate. Pourquoi? Pour rechercher d'un retentissement sur le haut d'appareil urinaire, sur le rein, comme une dilatation des cavités pilocaliciennes, comme amincissement du parenchyme, du fait de l'hyperpression, et aussi retentissement sur le bas appareil urinaire, comme diverticule vésicale, lithiase vésicale et résité post-mictionnelle. Il faut savoir qu'au cours de la vessie, il y a un phénomène de lutte, on appelle ça vessie de lutte. Pourquoi? Parce que l'adénome est là qui va provoquer une compression
et un empêchement, c'est-à-dire c'est-à-dire les urines ne peuvent plus sortir. Donc, comme au cours des cardiopathies, la vessie, premièrement, va s'hypertrophier. S'hypertrophie. Par la suite, va se dilater, comme ça l'hypertrophie. Après, se dilater. Et après, à la fin, il y a ce qu'on appelle la formation du verticule au niveau de la vessie pour assimiler c'est-à-dire un volume plus grand qui va, c'est-à-dire même 3 à 4 litres. Voilà. Mais cette vessie que vous voyez ici ne peut plus se contracter. Pas de contraction parce qu'il y a déchirure, on appelle la vessie craquée, il y a déchirure de la musculature complète, donc pas de contraction. C'est ce qu'on appelle après la rétention chronique des urines. Voilà. Et à la fin, au cours de l'échographie rénovisico-prostatique, on va évaluer le volume prostatique par voie endorectale. Voilà. Ben, maintenant, on a fait l'examen clinique, on a trouvé les signes urinaires, on a fait le tissu rectal, les caractéristiques de la prostate, on a fait des examens complémentaires, on est sûr qu'on est devant un prostate, bien adénome de la prostate. Donc, que je devrais faire devant cette situation? Et bien sûr, c'est le traitement, mais comment on fait le traitement? Premièrement, on va faire A, c'est l'abstention thérapeutique et surveillance. Ça, l'indication quand il n'y a pas de complications et les signes de bas de l'appareil urinaire qu'on a parlé ici tout à l'heure, concernant les signes fonctionnels obstructifs et les signes fonctionnels irritatifs qui sont minimes ou bien modérés et pas d'altération de l'état général. Et comme on a parlé sur la complication, j'ai oublié de parler sur ça, donc on devrait faire un petit rappel concernant les complications. Il y a les complications aiguës qui sont essentiellement marquées par rétention aiguë d'urine, l'abréviation RAU, qui est l'impossibilité brutale et douloureuse et totale d'uriner malgré un besoin impérieux, globo-vésical aigu. Deuxième complication sur le hématurie. Ça n'est pas pathognomonique à la prostate. On trouve souvent quand il y a une hématurie, pensez à une tumeur de la vessie. C'est assez fréquent. Et du calcul. Calcul, ça veut dire l'étiase rénale. Troisièmement, quand on dit stase, ça veut dire bonjour les infections. Mais attention, ça, c'est sérieux. Parce que là, il y a l'infection qui est vraiment grave, la prostatite aiguë. C'est une infection très grave et qui va engendrer un choc septique et peut entraîner le décès du patient. Il y a aussi d'autres infections comme l'orchiépididymite, c'est-à-dire l'inflammation du testicule. Mais quand on parle sur les complications chroniques, comme vous savez, il y a la rétention urinaire aiguë, là-bas il y a la rétention urinaire chronique. Complications chroniques, on va citer comme j'ai déjà dit. Rétention vésicale chronique, si l'impossibilité de vider complètement la vessie lors de la miction avec un résidu
post-mictionnelle supérieure à 406C. C'est vraiment quelque chose très bizarre parce que 406C, c'est pas n'importe, c'est pas rien. Et ça va nous donner la globe vésicale chronique qu'on va trouver au cours de la palpation. Palpation l'hypogastre, qui est responsable de la miction par regorgement qui peuvent s'apparenter à une incontinence urinaire, mais il faut savoir si pas incontinence, ça veut dire qu'il n'y a pas un problème de sphincter, mais c'est un problème on va dire, de pression, voilà. Deuxième complication chronique, c'est la lithiase vésicale de stase. C'est la constitution du calcul vésicaux lié à la stase chronique des urines dans la vessie, responsable d'une hématurie et d'une infection des infections urinaires répétition. Très important de comprendre ça. Quatrièmement et à la fin, c'est l'insuffisance urinaire chronique obstructive. C'est la dilatation bilatérale des cavités pulocalicielles, responsable d'un amincissement du parenchyme rénal et d'une insuffisance urinaire chronique obstructive, comme on a déjà dit tout à l'heure. Donc, insuffisance rénale chronique obstructive. Je voulais aussi partager avec vous des informations importantes en ce qui concerne le diagnostic différentiel. Parce que, comme on a déjà dit, les signes du bas de l'appareil urinaire ne sont pas pathognomoniques à l'adénome de la prostate. Il faut différencier. Premièrement, on devrait citer la vessie neurologique. Ça veut dire ce qu'on trouve au cours des paralysies, au cours de la sclérose en plaques par exemple, au cours de la maladie de Parkinson. Ça peut nous donner l'impossibilité de faire contracter la vessie. Deuxièmement, sténose de l'urètre. C'est ce qu'on trouve aussi quand il y a des antécédents de l'endoscopie par voie érythrale. Et quatrièmement, prostatite. Et à la fin, on va citer les tumeurs de la vessie, parce qu'il y a des matières, phénomènes urinaires qu'on a déjà cités. Il y a d'autres diagnostics différentiels, mais moi j'ai voulu baser surtout sur ces 4 diagnostics différentiels. Et à la fin, on va terminer par le traitement. On a déjà cité le traitement abstention thérapeutique quand il n'y a pas de complications, quand il y a par exemple le patient est asymptomatique ou bien la symptomatologie est très minime, mais un traitement médical est basé essentiellement sur plusieurs molécules. Quand il y a le traitement médical, quand il y a pas de complications, mais les symptômes du bas de l'appareil urinaire sont modérés, voire sévères. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les alpha-bloquants. Alpha-bloquants, mode d'action très rapide, 40 minutes, efficace pendant 48 heures. Voilà, 48 heures. Mais leurs effets secondaires, c'est les potentiels orthostatiques, surtout chez les patients sous antihypertenseurs. Donc, il faut être vigilant de la prescription des alpha-bloquants. Et là, dernièrement, ils ont découvert d'autres molécules, ce qu'on appelle alpha-bloquants sélectifs.
sont des substances qui vont agir au niveau de l'appareil urinaire seulement et ne vont pas provoquer l'hypotension orthostatique. Donc, c'est important de jeter un coup d'œil sur ces molécules. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les inhibiteurs de la 5-alpha réductase. Il faut savoir que le 7-alpha réductase, c'est une enzyme qui fait transférer, ou bien transformer le testostérone en DHT, en dihydrotestostérone. Cette va engendrer, bien, elle a un effet hypertrophique par l'augmentation du volume de la prostate. Mais quand il y a une inhibition de la fonction de cette hormone, cette enzyme, pas d'augmentation de volume prostatique, par contre atrophie prostatique, mais il y a des effets secondaires qui sont essentiellement troubles de libido, c'est-à-dire diminution de la capacité sexuelle, et rarement la gynécomastie, c'est développement des seins chez un homme. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle la phytothérapie, ou bien les plantes médicinales qu'on utilise souvent. Il y a des plantes qui sont les dérivés, ou bien les extraits de palmier, sont utilisés, ont un effet, on va dire, bénéfique important. Mais leur problème, c'est qu'il n'y a pas un phénomène physiologique qui est connu, qui explique leur mode d'action. Voilà. Phytothérapie. Et donc, concernant le traitement chirurgical, il y a trois indications qui sont hypertrophie bénigne de la prostate compliquée, quelle que soit la symptomatologie, c'est-à-dire urinaire. Deuxièmement, syndrome du bas appareil urinaire, modéré ou bien sévère. Troisièmement, la préférence de patient. Et pour vous montrer les techniques, je vais vous présenter un tableau qui montre toutes les techniques à la fois. Il y a l'incision cervico-prostatique qui est l'indication droite, c'est-à-dire la masse prostatique inférieure à 30 grammes. Mais concernant supérieure à 30 grammes, inférieure à 80, c'est résection transrétrale de la prostate. Et dernièrement, l'adénomectomie par voie haute. Concernant, c'est-à-dire quand il y a une masse prostatique élevée supérieure à 80 grammes. La voie que vous voyez endoscopique pour le deux techniques, pour le deux premières techniques. Mais concernant la laparotomie, c'est l'adénomectomie par voie haute. Il y a aussi une chose importante concernant les complications aiguës et surtout concernant la résection transrétrale de la prostate. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de TERP. C'est un syndrome lié à l'importance ou bien un important passage de liquide d'irrigation sucrée et hypotonique dans la circulation générale. Il est favorisé par une longue durée opératoire et un saignement péropératoire abondant. Je voulais aussi dire sur le plan biologique, on retrouve une hyponatrémie de dilution. Au cours de l'examen clinique, les symptômes essentiellement c'est une hypotension avec bradycardie. Donc c'est très important de connaître le TERP syndrome. Le traitement de cette complication, c'est la restriction hydrique associée à un diurétique comme l'azélix. Ça, c'est pas important, donc oubliez ce que j'ai dit.
Mais il faut savoir qu'il y a des complications chroniques concernant les techniques chirurgicales ou bien endoscopiques qui sont communs. C'est-à-dire effets secondaires communs qu'on trouve, quelle que soit la technique. L'éjaculation rétrograde et sténose du col vésical ou bien l'urètre. Donc c'est très important de connaître les complications chroniques parce qu'elle a une importance concernant surtout chez les sujets jeunes. Donc il faut savoir que ça va préciser le pronostic surtout concernant la grossesse. Ça c'est on va dire des images qui montrent les différentes techniques chirurgicales. Comme vous voyez ici, sur le matériel d'endoscopie. Pardon. Voilà le matériel d'endoscopie. Et ça, les fragments qu'on a, on va dire, ou bien les coupeaux qu'on va envoyer pour un examen anatomopathologique. C'est ce qu'on voit à l'écran au cours de l'endoscopie. Et en bas, ça vous montre la technique de l'adénomectomie prostatique. Ça, c'est une technique transvésicale. On entre dans la vésicule, après on fait la résection. Ou bien rétropubienne. Et à la fin, ça c'est un adénome prostatique en post-opératoire, comme vous voyez, ici quand même assez grand. Il faut savoir qu'il y a d'autres techniques qui sont dirigées essentiellement chez les patients qui ont une contre-indication de la chirurgie. Et dans le tableau suivant, ou bien l'organigramme, on va résumer un petit peu toutes les techniques chirurgicales disponibles actuellement. Donc, quand il y a un syndrome du bas appareil urinaire avec indication chirurgicale, le risque opératoire. Quand il y a un risque opératoire élevé dans ce cas contre-indication de la chirurgie, on pose un stent urethral, ou bien un sonde d'humeur, ou bien chez les patients qui sont sous anticoagulants, on a la photovaporisation laser, par le laser, comme vous voyez. Mais quand il y a un risque opératoire faible, on va mesurer ou bien on devrait savoir le volume prostatique. Si inférieur à 30 grammes, incision cervico-prostatique par voie endoscopique. Si inférieur à 80 grammes, aussi la même chose par voie endoscopique, mais appelée résection transurétrale de prostate. Et à la fin, quand la prostate est volumineuse, on n'a que l'adénomectomie par voie haute. Et voilà, je viens de finir l'explication. J'espère que vous avez saisi un petit peu le cours. Inch'Allah, on va se rencontrer dans une nouvelle explication, une nouvelle leçon. Merci beaucoup pour votre attention. Et n'hésitez pas d'être abonné sur ma chaîne. Et si vous aimez la vidéo, partagez-la. Comme ça, vos amis vont voir ça et Inch'Allah, vont être heureux et contents. Ciao, ciao. Bye, bye.